Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Julia Matheson et je suis la responsable technique de cette séance sur l'accessibilité des régimes et le président est Kennedy Marchia. Donc, je vous remercie beaucoup de prendre part, si vous voulez, à cette réunion et vraiment, on espère qu'on aura une séance interactive et robuste et vous aurez peut-être besoin, si vous voulez, d'avoir le programme. Et donc, vous le trouverez sur le site Internet de l'Académie et vous aurez la traduction en anglais quand la présentation sera en français. Monsieur Kennedy, à vous. Oui, merci beaucoup, Julia, si vous voulez, pour avoir commencé de manière extraordinaire. Et donc, je suis ravie de tous vous accueillir dans cette séance de cet après-midi. Et on va parler de différents sujets aujourd'hui. Et je voulais vraiment simplement dire que les présentateurs, les animateurs vont avoir 8 à 10 minutes chacun pour leur présentation. Et si vous voulez, quand on regarde les présentations et les diapositives, elles sont sur le site Internet également. Si vous voulez, beaucoup de choses ont été préparées pour cet après-midi. Et ce que je demande aux présentateurs, c'est d'être aussi bref que possible et nous donner les messages clés uniquement pour qu'à la fin, on ait du temps pour discuter, pour la discussion et parler des conclusions que tous les présentateurs nous ont présentées cet après-midi. Vraiment, donc si vous voulez, parce que normalement, on a deux interfaces, une en français, une en anglais. Et également, si vous posez les questions, quand vous prenez la parole, si vous voulez. Alors également, pour aller plus vite, vous pouvez poser les questions en français ou en anglais dans la boîte de conversation. Cet après-midi, en Éthiopie, si vous voulez, on va avoir une présentation sur l'accessibilité des données, et également l'approche nutritionnelle. Et Natalana Martinez va nous présenter le rôle de la transformation alimentaire pour la préparation des repas et également l'accessibilité dans les pays autour du monde. Et on va regarder également, si vous voulez, plusieurs années. Et également, nous avons Souleymane Aromani et Detao du Mali qui vont nous présenter sur le sujet le prix de la bonne santé et également, si vous voulez, le prix de la bonne d'abord régime pour soutenir l'alimentation des enfants au Mali. Et également, nous avons également Erin Macaro qui va nous présenter sur l'alimentation africaine et également les prix de la nourriture et des différences. Donc, sans perdre plus de temps maintenant, je vais vous demander, si vous voulez, aux 4 présentateurs d'ouvrir leur vidéo et de se présenter, de dire bonjour à tout le monde et de commencer leur présentation, mais d'ouvrir leur caméra pour pouvoir se présenter à tout le monde. Elena, vous pouvez commencer. Bonjour tout le monde, je suis Elena, je suis de l'Université de Tufts et je suis vraiment heureuse de parler avec vous. Hélène McCullough, je suis assistante professeure en économie à l'Université de Géorgie. Et ensuite, si vous voulez, Hailo, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah, elle n'est pas présente, D'accord, d'accord. Donc en dernier, Souleymane, est-ce que vous pouvez vous présenter, Souleymane? Bonjour à tous, moi c'est Dr Souleymane Arouani, je suis le responsable des questions santé, nutrition et WASH sur le programme Albarca, Resilience Food, financé par l'USAID. Je suis basé dans le centre du Mali, à Mopti précisément. Merci. Merci beaucoup, Souleymane, de cela pour cette présentation. Vous vous êtes présenté de manière extraordinaire, donc sans perdre de temps. Maintenant, nous allons donner la parole à Elena. Elena, est-ce que vous pouvez partager vos diapositives? Et vous avez la parole et vous pouvez commencer votre présentation avec les diapositives. Merci beaucoup, Kennedy. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Elena Martinez et donc je suis candidate à Boston, l'Université de Boston Tufts, et je vais vous parler, si vous voulez, du carburant de préparation de la nourriture et également du rôle de la transformation de notre nourriture. Et cette recherche fait partie, si vous voulez, sur la nutrition. Et donc, si vous voulez, on regarde, si vous voulez, l'accessibilité des diètes, des régimes, et ces métriques sont, si vous voulez, sont inclus dans l'intervention. Et également, si vous voulez, au départ, si vous voulez, avec notre équipe, nous avons de 3 milliards de personnes dans le monde, si vous voulez, n'ont pas accès à de la nourriture saine. Et évidemment, c'est déterminant, si vous voulez, dans la qualité des régimes et dans les choix de nourriture. Mais il y a d'autres facteurs, évidemment, qui contribuent pour savoir si les personnes peuvent avoir accès ou pas à une alimentation saine ou pas. Et dans cette recherche, évidemment, j'ai également parlé, si vous d'autres choses. Et donc, le coût, évidemment, le temps que l'on passe à
cuisiner, le coût et également la transformation. La transformation de la nourriture, donc ça peut améliorer le goût et réduire également le fardeau de la préparation des repas, mais ça altère la valeur nutritionnelle de la nourriture. Et il y a des techniques qui maintiennent ou qui augmentent la valeur nutritionnelle, mais d'autres, par contre, quand on met du sucre, du sel, évidemment, ou quand, si vous voulez, ça appauvrit la nourriture, ou si l'on met des fibres, ça l'augmente. Et donc, si vous voulez, on a regardé la différence que ça joue dans des régimes qui sont accessibles. Et on a estimé, si vous voulez, les groupes également au niveau, on a estimé le groupe de l'alimentation saine accessible par pays. Et troisièmement, on a évalué le carburant et le temps de préparer de la nourriture dans les foyers. On a utilisé des données, si vous voulez, du programme de comparaison internationale de la Banque alimentaire mondiale. Et donc, ces données incluent les prix, si vous voulez, des prix de 769 prix de la nourriture dans 177 pays donnés par l'Organisation des statistiques nationales. Et donc, si vous voulez, on a transformé ça en dollars américains par rapport au taux de change et on a fait correspondre cela, si vous voulez, aux attributs nutritionnels, dont le contenu nutritionnel, de la composition de données de la nourriture USDA et les groupes également de nourriture, également le type de transformation. Et beaucoup d'anciennes études ont regardé si vous voulez, la transformation et le système de classification. Et donc, si vous voulez, il y a le niveau de transformation. Et donc, on regarde ce qui est très, très, très transformé. Dans notre étude, là, on a pris une approche un petit peu différente. On s'est focalisé sur des techniques particulièrement pour, donc, si vous, et la nourriture qui maintiennent, si vous voulez, la valeur nutritionnelle, et ça inclut, si vous voulez, comme si vous voulez, les nutriments et donc également celles qui et donc les techniques également des nutritions qui, si vous voulez. Alors maintenant, si vous voulez, on a testé les prix. Si vous voulez, au détail, selon les groupes de nourriture, également le niveau national de nourriture. Et donc, si vous voulez, on a fait ce modèle 2 fois et on a regardé, si vous voulez, on a utilisé les prix uniquement qui dans chaque pays par le type de transformation. Et donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous montrer, si vous voulez, le résultat de ces études. Donc, si vous voulez, alors, si vous voulez, les différences dans les prix de nourriture au détail et par le type de transformation et le niveau de revenu national et sur le droit, on regarde le résultat, si vous voulez, et on regarde uniquement la nourriture la plus accessible. Et donc, en général, si vous voulez, on regarde dans les pays, si vous voulez, qui ont très peu de revenus et on regarde les différents groupes de nourriture. Et donc, si vous voulez, en général, si vous voulez, on regarde dans chaque groupe de nourriture, et les nourritures qui sont moins transformées sont les moins chères généralement. Mais dans d'autres pays également, celles qui coûtent le moins cher est beaucoup moins chère que celles qui sont transformées. Mais dans les pays plus riches, la différence est beaucoup moins importante. Ensuite, on a regardé les différences dans les prix de la nourriture au détail et le numéro de revenu national. Et on a vu que les légumes, c'était les plus chers de groupes de nourriture pour, si vous voulez, avoir, si vous voulez, et même quand on regarde pour l'apport, si vous voulez, journalier, et même dans les autres groupes de nourriture, on regarde également les revenus nationaux. Et il y a des exceptions, et bien sûr. Tout d'abord, si vous voulez, l'amidon, si vous voulez, la fécule est le moins cher dans les pays, si vous voulez, qui ont les plus petits revenus. Et ensuite, on a regardé le coût les métriques des régimes sains dans chaque pays. Et si vous voulez, on a regardé l'accessibilité, si vous voulez, de nourriture dans 6 groupes clés. Et on a calculé ceux qui, avec, si vous voulez, l'apport journalier indiqué. Par exemple, si vous voulez, je regarde ceux qui sont le plus accessibles au Ouganda en 2017. Et vous allez voir que également les animaux et également les nourritures qui proviennent des animaux sont les plus chères. En contraste, si vous voulez, avec les féculents et les légumineux, c'est ceux qui sont le moins chers. Mais rappelez-vous évidemment que les légumineux peuvent être mangés dans la manière dont ils sont vendus, si vous voulez. Mais évidemment, il faut du carburant pour les préparer dans les foyers. Et donc, on a regardé ceux qui étaient le plus accessibles comme légumineux et on a regardé quel était le coût, le temps également du temps de cuisson également.
pour savoir si on pouvait avoir, si vous voulez, des repas sains et accessibles. Donc, regardez déjà ce qui était… alors, si on regarde, si vous voulez, alors, les légumes qui sont le plus transformés et qui sont le moins chers, ce sont, si vous voulez, ce sont les arachides qui sont grillés. Et donc c'est 25 cents plus cher au détail que dans un repas qui inclut celles qui sont, si vous voulez, si vous voulez, les haricots en eux-mêmes. Et on regarde la valeur, si vous voulez, du carburant utilisé et du temps de préparation par rapport, pour, si vous voulez, pour les haricots. Et par rapport au coût, si vous voulez, quand ils sont au détail. Et donc, on a regardé la comparaison de ces deux repas, également des légumineux transformés. Et là, si vous voulez, c'est sur l'autre, alors en dessous de la ligne bleue, c'est le coût, si vous voulez, au détail. Et donc, si vous voulez, on a l'arachide, si vous voulez, qui est grillé. Et sur la gauche, c'est la valeur du temps quand on a besoin pour préparer et servir cette nourriture et ces haricots, et si vous voulez, le temps qu'il faut pour cuire les haricots, et également par rapport, si vous voulez, à ce que gagnent les gens de manière moyenne en Ouganda, et également quand on est en violet foncé, c'est le coût, si vous voulez, et ça prend en compte le carburant dont on a besoin pour le préparer et pour avoir, si vous voulez, également l'apport journalier recommandé. Et on voit de nouveau que le coût au détail, quand on utilise les légumes non transformés, est moins cher que celui des légumes transformés. Mais quand on prend en considération la valeur également du temps qu'il faut pour préparer les haricots secs, on voit que les haricots secs sont beaucoup plus chers. Et donc, évidemment, c'est une expérience, si vous voulez. Okay. Et donc, c'est pour ça, si vous voulez, et c'est pour ça que les gens, si vous voulez, donc, si vous voulez, c'est pour ça que des fois la nourriture est beaucoup moins chère et beaucoup moins pleine de nutriments. Et donc, la conclusion générale, la nourriture était plus chère dans les pays pauvres que dans les pays les plus riches et la nourriture transformée était plus chère que les alternatives transformées. Eh bien, donc, si vous voulez, ce qui est non transformé, évidemment, c'est pas cher. Ça attire beaucoup plus parce que c'est moins cher, mais souvent, et donc les nourritures non transformées sont en général moins chères que celles qui sont transformées. Et ça, évidemment, pour l'accessibilité d'un repas sain, d'une alimentation saine, c'est très, très, très important, si vous voulez. Et également, une limite de l'étude également, c'est que nos résultats pourraient être affectés par, si vous voulez, le parti pris de la nourriture que l'on a choisie et l'agence, évidemment, de choix. Donc, je vous remercie énormément d'avoir pris part à cette séance et je suis impatiente d'entendre vos commentaires dans vos questions, dans la séance de questions et de réponses. Merci beaucoup, Elena, pour avoir suivi la présentation et de n'avoir pas dépassé le temps imparti. Et donc, avec cela, nous allons pouvoir commencer avec l'autre présentation. Et ensuite, à la fin, c'est là que nous aurons, si vous voulez, une séance plénière où nous allons discuter les conclusions de cette étude. Et de nouveau, je vous remercie, Elena, pour cette présentation extraordinaire et de nous avoir vraiment expliqué cette présentation. On pouvait tout à fait comprendre et l'organisation était vraiment bonne. Et cette fois-ci, je veux appeler Hélène Macro. Alors, je ne sais pas si je prononce votre nom correctement. Est-ce que vous pouvez nous donner la présentation aussi et qu'elle soit aussi brève que possible? Donc, Hélène McCullough, vous avez la parole. Merci, Kennedy. Alors, je m'appelle Hélène McCullough et je présente des travaux, si vous voulez, de Min Chen et de Latsue Niue et également Johan Arsenault de FIE Solutions et Jen Zhang de l'Université de Géorgie. Donc, si vous voulez notre question, comment, si vous voulez, alors, dans 6 pays d'Afrique subsaharienne, comment est-ce que la qualité du régime répond au changement des prix de la nourriture et de la dépense des consommateurs? Alors, on a une approche empirique, on estime le système de demande dans 6 pays et si vous voulez, on est vraiment dans les déterminants de demande qui n'ont pas été observés parce qu'on veut savoir vraiment par rapport aux crises, et c'est par rapport aux revenus en général, comment on change, si vous voulez, les déterminants. Et donc, on compare, si vous voulez, les consommateurs et par rapport au lieu, comment est-ce qu'ils répondent aux changements et aux crises. Et si vous voulez, si on prend les paramètres, si vous voulez, de ce système, et si on regarde les implications pour la qualité de la régime, je vais vous dire comment on a, si vous voulez, comment on a pu calculer
les régimes et simuler, si vous voulez, la qualité du régime. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez, les consommateurs, si vous voulez, dépensent plus de manière fixe? Et qu'est-ce qui se passe par rapport à la qualité des régimes? Alors, si vous voulez, la qualité des régimes, alors on regarde, si vous voulez, les différents micronutriments et on crée, si vous voulez, des exigences moyennes de chaque foyer et on regarde la composition également des nutriments que mange le foyer et voir, si vous voulez, s'il y a assez d'apports, plus d'apports que ce qui est exigé. Et on regarde également les protéines, les graisses, l'énergie, l'apport énergétique, les protéines, la graisse. Et on regarde également l'hydrocarbone des hommes et des femmes. Et on regarde, si vous voulez, une qualité de régime en général. Et on regarde l'indice de nourriture riche et de la densité du régime, de l'alimentation. Et ça augmente. Alors, plus il y a, si vous voulez, de sucre et de bonnes choses et de mauvaises choses, ça descend. Et plus on inclut de bonnes choses, de micronutrition, et plus ça augmente. Alors maintenant, si vous voulez, je ne parle pas de l'élasticité individuelle, si vous voulez, mais je vais vous montrer simplement à quoi ça ressemble. Donc, pour chaque, si vous voulez, chaque groupe de nourriture, il y en a 19 ici. Donc, si vous voulez, on a la dépense ici. Et donc, quand ça augmente, alors comment est-ce que, si vous voulez, dans ce cas-là, si vous voulez, comment est-ce que l'apport augmente? Pardon. Et pour chaque nutriment, nous avons, donc si vous voulez, on peut déjà résumer par tous les groupes de nourriture. Et donc, on a les consommateurs clés, essentiels. Et on peut dire, bon, voilà, si la dépense augmente de 1%, on regarde tous les contenus que le foyer augmente et l'énergie, comment est-ce qu'elle augmente, les graisses, etc. Ici, par exemple, au Malawi, la graisse, si vous voulez, c'est un nutriment. Et plus le foyer est riche, plus il y a de graisse. Et vous voyez, mais cette élasticité n'est pas aussi présente dans les foyers les plus riches. Donc, je vais vous montrer 5 autres pays et vous allez voir que c'est différent, des différents modèles de pays à pays. Également, je vais vous montrer les résultats également de cette simulation après cela. Donc là, c'est le Niger. Et donc, on voit l'Éthiopie, on voit vitamine A, beaucoup de vitamine A, élasticité, l'Ouganda. Et de nouveau, on peut voir quels groupes de nourriture sont les plus importants. La Tanzanie, et ici le Nigeria. Et donc, le prochain composant regarde, si vous voulez, les prix et comment est-ce que les consommateurs changent les prix, changent, si vous voulez, ce qu'ils consomment selon les prix. Et donc, on a une matrice d'élasticité de prix. Et ici, au Malawi, dans la deuxième colonne, on a donc le maïs. Et le maïs, si vous voulez, augmente de 1%. Dans ce cas-là, le manioc, on a donc beaucoup de choses qui augmentent. Ce sont des compléments. Et on regarde ce qui augmente. Et donc, ce qui augmente, ce sont, si vous voulez, les légumes. Donc, différentes combinaisons, différentes réponses à différents changements de groupe de nourriture pour le prix. Donc là, là, si vous voulez, nous avons le maïs. Et qu'est-ce que cela veut dire également par rapport à l'énergie, les protéines, les graisses, hydrocarbone. Et là, c'est très, très, très au Malawi, le maïs, parce qu'au Malawi, le régime est très focalisé sur le maïs. Et ensuite, par contre, tout diminue. Donc, regardez, le prix. Maintenant, on va regarder les paramètres de prix au Niger. Alors, au Niger, c'est le millet. Donc, on voit le même modèle pour l'Éthiopie. Il n'y a pas, si vous voulez, un groupe de nourriture particulier. Donc là, ce n'est pas aussi concentré sur un groupe de nourriture, c'est plus étendu. Et donc là, vous voyez le blé, le maïs et également les haricots. Et l'Ouganda également, c'est un pays où il y a beaucoup de groupes de nourriture. Et donc là, ce n'est pas concentré de nouveau sur une récolte. La Tanzanie, on voit surtout, c'est un pays qui est focalisé sur le maïs et le prix du maïs, c'est vraiment un déterminant au Nigeria. Donc là, c'est un pays qui a beaucoup de denrées alimentaires. Donc, c'est très étendu. Et donc, je vais vous montrer les résultats de notre simulation. Et donc, on a simulé un transfert d'argent liquide. Donc, on a donc de 29 à 49 dollars par foyer par mois. Et donc, ce que l'on a simulé également, si on réduit par 25% le prix de différentes catégories de nourriture. Et donc, si vous voulez, donc, ce qui est horizontal ici,
Ce qui est horizontal, les lignes horizontales vous montrent, si vous voulez, la ligne de référence. Et si vous voulez, ça, c'est l'apport de l'énergie du régime alimentaire. Et alors, dans tous les cas, alors, la protéine, le fer, le zinc, tout a augmenté si vous voulez. Donc, si vous voulez, mais avec le prix qui augmente, si vous voulez, si vous voulez, ça n'augmente pas toujours quand on fait un transfert d'argent liquide. Et quelquefois même, nous, ici par exemple, donc si vous voulez une diminution du prix d'alimentation qui proviennent des animaux, vitamine A également, et ça, c'est la substitution également les compléments qui sont présents. Donc, comment est-ce que le foyer répond à ce changement de prix par rapport à d'autres groupes de nourriture? Et on regarde maintenant l'équilibre d'alimentation, et beaucoup trop, si vous voulez, de carbohydrates et de protéines également. Et on voit ici que, si vous voulez, alors, si vous voulez, ça diminue, le transfert d'argent liquide diminue l'excès d'hydrates carbonés et si vous voulez, sans exacerber les signes de surconsommation. Et si vous voulez, les grains, par contre, si vous voulez, de denrées alimentaires, et également de féculents. Et donc, se regarde se mesure, on voit qu'il y a différentes politiques. Et alors, la ligne de référence, c'est la ligne horizontale. Et donc, alors, si vous voulez, là, si vous voulez, on voit par exemple une augmentation des féculents. Par contre, au Niger et en Tanzanie, au Malawi et en Éthiopie et au Nigeria, ça s'est amélioré. Donc, si vous voulez, les preuves sont, il n'y a pas vraiment une seule politique ethnique, c'est vraiment très mélangé. Et donc, ça ne s'est pas vraiment amélioré de manière universelle. Donc, si vous voulez, pour les résumer, quand on regarde le lien entre, donc si vous voulez, donc on va voir si vous voulez que l'équilibre s'est vraiment amélioré et également le transfert d'argent liquide prend en considération également les lacunes et ça, si vous voulez, exacerbe l'équilibre de micronutrition. Et on voit vraiment, si vous voulez, également le prix des récoltes sont vraiment très, très, très importants. Pas uniquement, si vous voulez, parce que les denrées sont riches, mais à cause, si vous voulez, des effets. Et la sensibilité est vraiment très importante au Niger, en Malawi et en Tanzanie, qui sont vraiment des pays dominés par les denrées. Et donc, si vous voulez, alors, et il y a des prix également qui exacerbent ou qui exacerbent les problèmes d'équilibre alimentaire. Et le prix également, et ça dépend également de la catégorie évidemment de consommateurs. Et par exemple, donc si vous voulez, quand les légumineux, par exemple, ne coûtent pas énormément d'argent, mais par contre, d'autres catégories de nourriture peuvent être vraiment très chères. Et donc, si vous voulez, je voulais surtout mentionner, si vous voulez, la Fondation Melinda Gates et je vais m'arrêter ici. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir fait votre présentation. C'était très intéressant et dense, mais nous avons capturé les aspects importants. J'ai noté que vous supposez que le cross-pricing est un des facteurs les plus importants qui affecte les régimes africains dans la plupart des pays, ce qui est assez intéressant. Je voudrais donner la parole maintenant aux derniers orateurs. Puis ensuite, on ira en questions-réponses. Pour les personnes qui écrivent des questions, n'hésitez pas à continuer à les écrire dans le chat pour que nous puissions les résumer et ensuite les mettre en discussion. Sinon, je voudrais demander aux derniers orateurs de nous faire leur présentation. Ce sera en français. Oui, Kennedy. La présentatrice est d'abord Jyoti Félix en anglais et ensuite nous aurons les derniers présentateurs. Jyoti, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. J'allais dire, est-ce qu'on m'a oublié? J'allais écrire ça dans le chat, dit Jyoti. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous d'être ici. Pour moi, c'est le soir, hein, mais bonjour ou bon après-midi, ou que vous soyez à travers le monde. Je voudrais partager un petit peu ce que nous avons fait l'année dernière par rapport à l'accessibilité et les impacts des changements de régime en Gambie pour que le régime soit plus sain et utiliser moins d'eau. Alors, très brièvement,
La Gambie est un pays d'Afrique de l'Ouest à faible revenu, très vulnérable au changement climatique et à la futur manque d'eau. Le contexte nutritionnel serait caractérisé avec un triple fardeau de malnutrition, avec la malnutrition des enfants, la prévalence de surpoids, d'obésité et une déficience de micronutriments, notamment le fer. Nous savons que les changements de régime ont la possibilité d'améliorer les résultats nutritionnels en même temps que de réduire l'impact environnemental des systèmes alimentaires. Mais dans beaucoup de cas, les compositions euh, des régimes non sains locaux, et si ces régimes sont accessibles ou pas. Et donc, cette étude explore ces thèmes. Nous avons commencé par regarder les, euh, les régimes de Gambie en 2015 en les comparant aux recommandations de l'OMS. Ensuite, nous avons modélisé des modifications potentielles au régime gambien pour s'assurer qu'on atteignait les recommandations nutritionnelles et qu'on diminuait l'utilisation d'eau agricole. Et nous avons regardé l'abordabilité, l'accessibilité financière de ces modifications. C'était une analyse de données secondaires en utilisant des données de consommation et de prix du marché avec 12 455 foyers. Nous avons analysé des groupes en 2021 et on a ensuite comparé cela à des valeurs de composition de nutriments par rapport à des tableaux et des données sur l'empreinte de l'eau. Et nous avons utilisé des données de la FAO sur les aliments pour voir d'où venaient les aliments par rapport à la production locale ou importation pour calculer l'impact de l'eau. Donc, nous avons utilisé toutes ces données. Nous avons eu des groupes d'aliments avec des consommations et différentes empreintes en eau pour différents groupes. Alors, les régimes de base, nous avons fait des analyses de une programmation linéaire pour modifier le régime de base avec la consommation quotidienne de chacun des 21 groupes en modifiant les aliments qui sont consommés pour voir les régimes et voir la réduction de l'utilisation d'eau. Et nous avons essayé de définir des changements de régime qui pourraient être acceptables culturellement et que nous avons définis comme plus ou moins 30% de changements dans la plupart des groupes alimentaires. Il y avait quelques exceptions. Et ensuite, nous avons regardé l'accessibilité en comparant le coût de ces régimes par rapport aux statistiques du Bureau de statistiques de Gambie. Donc ça, c'est les données secondaires. Ensuite, qu'est-ce que nous avons trouvé? On va parler des régimes de base, c'est important. Le régime de référence, nous avons utilisé 3 analyses avec une faible consommation de la plupart de nutriments dans les groupes alimentaires. Et c'était le différenciant par rapport au régime, c'était la quantité d'énergie. Donc, nous avons appelé ça énergie basse, modérée et haute. Vous voyez, dans le groupe de basse énergie, c'était plus faible que la ligne de pauvreté de Gambie. Et si nous regardons la composition en macronutriments par rapport aux recommandations de l'OMS, en moyenne, dans tous les foyers, les régimes étaient dans les plages de l'OMS, mais il y avait des variations substantielles entre les foyers et une grande proportion des foyers avaient pas assez de protéines qui étaient consommées. Et la conclusion concernait les fruits et légumes, bien plus faible que ceux qui étaient recommandés, et en particulier dans 2 modèles de régime faible et haute énergie, ils consommaient moins de la moitié de ce qui était recommandé. Et
seulement 14% des foyers consommaient la recommandation de fruits et légumes par jour. Alors, par rapport aux modifications des régimes, comment nous avons pu ajuster ces régimes existants pour diminuer la consommation en eau et améliorer la nutrition? Nous avons trouvé que pour le régime faible énergie, ce n'était pas possible d'amener la consommation jusqu'au niveau minimum et en réduisant l'empreinte en eau. Il fallait augmenter l'empreinte en eau. Pour les deux autres régimes, on a eu une réduction modérée de l'utilisation d'eau qui était possible d'entre 10 et 13%. Pour tous les régimes, le coût a augmenté par rapport à la référence. C'est une petite augmentation de 2% pour le régime à énergie modérée, mais 43% de plus pour le régime à faible énergie. Ça revient au fait que ce régime ne donnait pas assez de calories. Quand on a regardé la composition des régimes modifiés, nous avons vu que dans tous les types de régimes, nous avons vu un déplacement du millet vers le riz qui semblait contre-intuitif du point de vue de l'utilisation en eau. Mais quand on regarde comment on calcule l'empreinte en eau, donc nous avons essayé de voir si les aliments étaient produits localement ou importés. Et le millet est pratiquement tout produit en Gambie avec une empreinte en eau très élevée, alors que le riz est pratiquement tout le temps importé. Et l'empreinte en eau pour le riz est bien inférieure à celle du millet gambien. C'était assez surprenant comme conclusion, mais c'est ce qu'on a trouvé en tout cas. Et nous avons également vu que il fallait tous les régimes devraient augmenter l'apport en poisson, mais diminuer la viande. Et nous avons remarqué une augmentation de fruits et légumes pour arriver à 400 grammes par jour. Ce n'est pas sur la diapositive, mais une des choses intéressantes qu'on a trouvées, c'est que les fruits et légumes étaient le plus grand contributeur au coût de la modification des régimes. Et les fruits et légumes représentaient 30 à 40% du coût des régimes optimisés pour un régime qui était sain et qui économisait de l'eau. Donc, quand on regarde l'accessibilité financière, nous n'avons pas regardé les dépenses de chaque foyer pour la nourriture. J'essaie de voir ce qui se passe avec mon ordinateur. Désolé, dit l'oratrice. Nous avons comparé aux données du Bureau de statistique de Gambie. Et si on regarde la population de Gambie et le coût total des dépenses, entre 50 et 60% de toutes les dépenses des foyers ou des ménages seraient requis pour accéder à ces régimes optimisés et modifiés. Si on regarde le coût des régimes par rapport aux dépenses des ménages, par rapport au décile, c'est en bas, ce que vous voyez en bas ici, on voit que pour 40 ou 50% des ménages, le coût d'un régime sain et qui économise de l'eau dépasserait les dépenses. Et si on regarde les déciles de plus faibles dépenses, ces régimes sont totalement inabordables. 250% de toutes les dépenses du ménage, c'est ce qui serait requis pour accéder à ces régimes. Nous avons regardé également la part de dépenses du ménage pour l'alimentation, et ce n'est pas sur la diapositive parce qu'avec seulement 8 minutes, on n'a pas le temps, mais on a trouvé que 70 à 80% des ménages devraient augmenter leurs dépenses alimentaires pour accéder à ces régimes, ce qui voudrait dire une diversion par rapport aux autres dépenses du ménage. Donc, c'était très bref, mais je pense que les implications de cela, c'est qu'une modification de régime a la possibilité de réduire l'utilisation d'eau et d'améliorer la nutrition, mais il y a des difficultés par rapport à la modification de ces régimes qui pourraient avoir des impacts, des bénéfices environnementaux et nutritionnels. Mais
les changements sont inabordables pour une grande proportion de la population et peut-être très difficiles à atteindre. Dans certains endroits, c'est une augmentation de 250% de dépenses du ménage pour l'alimentation. Donc, c'est un grand changement comportemental. Mais je pense que par rapport à ce que d'autres chercheurs ont trouvé, pour amener tous les régimes jusqu'aux normes minimales de nutrition, il faudra augmenter la consommation d'eau. On l'a vu avec les régimes à faible énergie. Donc, il y aura des compromis à faire par rapport à la nutrition, entre la nutrition et l'environnement. Et par rapport à l'accessibilité, il y a beaucoup de travaux qui ont montré cela, améliorer l'accessibilité des aliments, en particulier les fruits et légumes, est essentiel pour s'assurer que ces régimes soient accessibles à la population de Gambie et d'autres populations similaires. Mais cela nécessiterait des changements transformationnels dans le système alimentaire gambien. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Et voilà, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Jyoti. Félix, d'être resté dans le temps imparti et pour votre excellente présentation et vos recommandations pleines d'inspiration. Et vos recommandations sont essentielles pour que le système alimentaire gambien bénéficie aux ménages. Et dans le même temps, nous avons souligné le fait que l'accessibilité des régimes modifiés dépend des groupes en Gambie. Maintenant, je vais souhaiter la bienvenue aux orateurs français et leur donner la possibilité de faire leur présentation du Mali. Et c'est Ousmane Souleymane. Merci beaucoup. Merci. Bien, pour des raisons de bande passante, je serai obligé de couper un peu la caméra. Et merci Megan pour la projection. Merci. Et moi, c'est Dr Souleymane Arouani. Je suis le responsable santé et nutrition sur le programme Al-Barka. Merci. L'étude sur le coût de l'alimentation pour la mise en place des activités de nutrition de ces véhicules de Children au Mali. Al-Barka Resilience Food Security Activity est un programme financé par l'USAID et mis en œuvre par un consortium de plusieurs ONG nationales et internationales. 3 ONG nationales assurent la mise en œuvre au Mali, à savoir l'ONG TASSAD, l'ONG ADICOM et l'ONG GFORCE, et 3 autres ONG qui assurent un appui technique Viamont qui apporte toute la technologie nécessaire, l'ONG CMC qui nous aide aussi sur tout ce qui est les aspects liés à la sensibilité au conflit, et Sangaré Partenaire qui est une autre structure spécialisée aussi dans le renforcement institutionnel. Et tout ça est sous le leadership de Save the Children Mali. Les objectifs de l'étude du coût de l'alimentation sont autre chose, c'est d'estimer le coût minimum d'une alimentation nutritive basée sur des minimums requis, développer des modèles projetant l'impact potentiel d'activités qui permettront aux ménages et individus les plus vulnérables, en l'occurrence les femmes enceintes, et aussi comprendre les facteurs socio-culturels, économiques et au sein des ménages qui répartissent un peu la nourriture. Les données ont permis à l'activité d'informer la stratégie intégrée, et d'adapter les activités pour promouvoir certains aliments et les messages autour de ces aliments afin d'augmenter l'adoption de comportements prioritaires en matière de santé et de nutrition pour les bénéficiaires clés telles que les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants de moins de 2 ans et les adolescents. Elle a également contribué à la conception d'un transfert d'argent pour la nutrition qui n'était pas préalablement planifié dans le cadre de ce projet. Okay? Pour ça, nous avons utilisé cette méthodologie suivante. On a fait une triangulation sur plusieurs aspects, à savoir des focus group, des questionnaires de fréquence des aliments et aussi des études marché.
L'étude a été faite dans 2 zones de moyenne d'existence au Mali, la zone ML03, qui est une zone de riziculture et de pêche par excellence, et la zone ML04, qui est aussi une zone d'élevage de transhumants, et aussi qui a une forte diaspora de transferts monétaires qui viennent de l'étranger. L'étude aussi a été faite dans 6 villages et sur 6 marchés dans chacune des 2 zones listées tout à l'heure. Elle a concerné plus de 106 types d'aliments dont les poids ont été collectés et les prix sur les différents marchés. Les questionnaires aussi ont été introduits auprès des cibles qui sont les femmes enceintes et les femmes allaitantes et aussi les maris qui s'occupent de ces ménages-là. Ce qui nous a conduit au résultat suivant. L'étude a montré que le coût d'un régime nutritif basé sur les habitudes alimentaires pour les ménages pauvres et très pauvres est 1,5 et 2 fois plus élevé que le coût d'un régime basé uniquement sur les besoins énergétiques à Tombouctou et à Gao respectivement. Le coût du régime nutritif basé sur les habitudes alimentaires est représenté en bleu, vert sur le graphique à gauche de la diapositive et celui du régime uniquement énergétique en gris. Dans le graphique de droite, vous voyez l'impact du régime nutritif basé sur les habitudes alimentaires sur le revenu des ménages très pauvres et pauvres. Le revenu des ménages est représenté par la ligne horizontale rouge et il est important de garder à l'esprit que leur revenu total inclut les dons et l'aide humanitaire. Ce graphique nous montre que le coût d'une alimentation nutritive basée sur les habitudes alimentaires représente 153% et 137% des ménages très pauvres de Gao et Tombouctou respectivement, et 147% et 122% du revenu total des pauvres de Gao et de Tombouctou. Cela confirme que les ménages très pauvres et pauvres n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation nutritive basée sur les habitudes alimentaires et que le coût est le principal obstacle. Ce qui a également été évoqué lors de la discussion de groupe comme le principal obstacle des participants. Les résultats toujours de l'étude du régime alimentaire ont également confirmé que de nombreux aliments nutritifs sont disponibles toute l'année dans les 2 zones de subsistance étudiées, tant dans la nature que sur les marchés. Ces aliments sont également riches en nutriments limitants ou en besoins nutritionnels spécifiques difficiles à satisfaire pour certains groupes comme les femmes enceintes et les adolescents. Comme le montre le tableau de gauche, le tableau met également en évidence certaines activités susceptibles d'augmenter la consommation, la production et le stockage de ces aliments qu'Albarka pourrait exploiter. Il est intéressant de noter que de nombreux aliments disponibles toute l'année sont accessibles sur les marchés par les bénéficiaires au programme. Ce qui montre que l'accessibilité physique n'est peut-être pas le principal obstacle à la consommation d'aliments nutritifs, mais plutôt les coûts. Quelles ont été les implications pour le projet? La première conclusion que nous avons tirée, c'est que la principale conclusion est le manque de revenus et le principal obstacle à l'accès des ménages à une alimentation nutritive basée sur les habitudes alimentaires et que le programme pourrait adopter une approche basée sur le marché et fournir un transfert pour les aliments nutritifs aux ménages afin de résoudre ce problème et de soutenir et compléter sa programmation SBC. L'étude sur le coût du régime alimentaire a également aidé l'équipe à réfléchir de manière plus globale à la façon de soutenir les activités de nutrition menées par la communauté. L'une des principales plateformes que le projet est en train de développer est l'approche du groupe de soutien aux activités nutritionnelles, qui est l'approche du groupe de soutien communautaire soutenu par le ministère de la Santé. Grâce à des résultats spécifiques sur les aliments disponibles sur le marché et dans le foyer,
sur ce que les enfants et les personnes vivant avec le VIH peuvent manger et pourquoi, et sur les aliments tabous, nous sommes en mesure d'aider les GESAN à promouvoir la consommation d'aliments nutritifs spécifiques qui sont facilement disponibles et acceptés par les membres de la communauté. Ceci est lié au comportement prioritaire spécifique, le comportement prioritaire souligné dans la stratégie du projet SBC autour de l'augmentation de la diversité alimentaire des enfants de moins de 2 ans et les personnes vivant avec le VIH, ainsi qu'indirectement à un comportement prioritaire autour de la pratique de l'allaitement maternel exclusif. Et je vous remercie pour votre écoute. Nous sommes là pour répondre aux questions. Nous sommes une équipe qui sont là pour répondre à votre équipe. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci Osman, Souleymane pour votre excellente présentation. Merci beaucoup à toutes les oratrices et aux orateurs. Nous allons maintenant passer à une session de questions et réponses dirigée par Will Masters. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Si vous voulez écouter en français, vous devez sélectionner le canal français. Merci beaucoup et à vous la parole, Will. Merci beaucoup, Kennedy, d'avoir modéré la session et l'équipe de Julia pour avoir organisé cet événement et à tous les participants, en particulier les orateurs et oratrices. C'était très intéressant et riche. Il y avait beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. Je vais essayer de les traduire, mais si vous voulez poser des questions ou des commentaires, vous pouvez parler directement en français et on pourra les traduire. Mais si vous voulez parler et poser une question en anglais, vous pouvez le faire. Et j'espère qu'on pourra avoir des conversations également dans le chat box. Donc, soit oralement, soit par écrit, si on veut les deux cadeaux. Voilà, si quelqu'un veut poser une question, n'hésitez pas. Mais si vous voulez, si vous préférez taper votre question dans le chat, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à réagir aux méthodes, aux données et aux problèmes que cela soulève pour lorsqu'on veut améliorer l'accès à un régime sain. Claudia, peut-être que tu peux regarder le chat et si quelqu'un veut activer son micro, il ou elle pourra poser sa question. Julia dit on peut commencer par quelques questions dans le chat. Will dit très bien. Alors, quelques questions ou commentaires qui ont été dans le chat, des excellentes questions par rapport aux données de base. Donc, les personnes qui travaillent dans ce domaine veulent savoir si les données, si les prix sont représentatifs, ce que les gens peuvent acheter. Les gens se demandent si les opportunités de faire son jardin sont moins chères que d'acheter sur un marché. Et des gens se demandent par rapport à une cartographie des aliments et des nutriments. Et, Tania, je vois que tu as levé la main. Oui, j'avais une question pour Elena, si cela vous va. Oui, j'ai vraiment apprécié de voir le prix des combustibles alimentaires et le temps de préparation. Je suis curieuse de savoir comment est-ce que des ménages produisent certains aliments eux-mêmes. Ça, c'est une chose qui m'intéresse. Comment est-ce que vous traitez cela? Et s'ils ne produisent pas eux-mêmes, c'est pas juste le temps de cuisson, c'est est-ce que vous avez tenu compte du temps d'accès au marché? Parce qu'il y en a qui sont plus éloignés et qui vont une fois par mois. Est-ce que c'est trop complexe ou est-ce que vous y avez pensé à inclure ce type de dimension également? Elena répond, merci beaucoup Tania. Il y a eu des considérations que nous avons incluses dans cette analyse pour l'instant. Tout d'abord, en regardant les prix au détail des aliments, nous n'avons pas considéré que certains ménages produisent leurs propres aliments. On regarde juste la disponibilité des aliments sur la base de ce qui est sur les marchés locaux. Et oui, il y a du temps qui est passé pour aller jusqu'au marché, mais quand on compare le coût des aliments ou la valeur du temps de cuisine pour faire la cuisine
pour les aliments transformés ou non transformés, le temps pour aller au marché est à peu près identique dans toutes ces comparaisons. Donc, on ne tient pas compte du temps passé pour aller au marché parce que on essaie de prendre juste le temps de cuisine. Mais c'est vrai que si je voulais comparer le coût des aliments qui sont préparés chez soi, enfin qu'on fait pousser chez soi par rapport aux aliments chez le marché, ce serait intéressant. Merci beaucoup, Tania, pour cette super question. Hélène, est-ce que vous avez une question? Quelqu'un d'autre? Si vous voulez, avec la simulation, comment est-ce qu'elle a pu contrôler la quantité et la dépense dans les différents pays? Donc, si vous voulez, la part du budget total de chaque foyer qui est dépensé sur, si vous voulez, les articles, alors, est-ce que c'est dû au total, si vous voulez, à la part de dépenses également après le transfert, et on regarde les changements dans la demande par rapport aux articles. Et une chose intéressante, si vous voulez, du système, c'est qu'on ne fait pas d'estimation, si vous voulez, sur la demande de nourriture. Si vous voulez, on regarde les dépenses totales par foyer. Donc, si vous voulez, on peut regarder l'effet des transferts d'agréger, si vous voulez, la nourriture en général, mais on peut regarder la demande pour chaque article. Donc, on fait très attention à cela. J'espère que ça répond à votre question et que vous avez compris. Oui, merci. Donc, encore 10 minutes de plus pour la séance. On a des questions maintenant de Rubina Molenga et Kofi, et également de Suleiman et Hadi au Mali. Rubina. Oui, Rubina. Donc, la question, si vous voulez, c'est à Jordi. Je ne suis pas tout à fait très sûre de, si vous voulez, le changement du millet au riz en Gambie, dans le dossier de la Gambie. Donc, est-ce que c'est le contenu nutritionnel? Est-ce que ça a été pris en considération, la considération des nutriments ou la durabilité? Parce que le riz, si vous voulez, va être importé de quelque part. Et également, la volatilité également du prix de ce qui est importé et de la nourriture, du riz sur le marché mondial. Donc, si elle pouvait dire quelque chose de ça, si elle pouvait faire un commentaire sur ça. Oui, oui, je suis tout à fait heureuse de vous en parler. Oui, si vous voulez. Oui, c'était surprenant parce que ça, je ne m'attendais pas à voir cela. Le riz, je ne pensais pas que le riz arriverait, si vous voulez, dans l'alimentation. Et ce que j'explique, si vous voulez, ce que l'on était en train de faire, c'était on faisait un modèle d'optimisation et donc ça calcule automatiquement comment on peut trouver là le régime qui coûte le moins cher basé sur les modèles de consommation actuels. Donc c'est le régime qui coûte le moins cher et le groupe de nourriture qui coûte le moins cher. Et donc, on parle de régimes qui sont soit qui correspondent à la ligne de pauvreté de la Gambie ou qui n'a pas changé son énergie en totale, ou alors qui correspond aux recommandations, si vous voulez, de l'OMS pour les micronutriments. Et également, j'ai inclus également le sucre. Et donc, si vous voulez, ces régimes sont hypothétiques de toute façon. Mais voilà les conclusions. Je ne dirais pas oui. Je ne suis pas en train de vous dire que la Gambie devrait vraiment changer son alimentation et passer au riz, hein, surtout. Mais si vous voulez, c'est une fonction des données que l'on a utilisées. Et la Gambie, si vous voulez, parce que si vous voulez, pour ce qui est des denrées en Gambie, si vous voulez, elles utilisent vraiment pas. L'efficacité en eau est vraiment pas bon. Et pour le millet de la Gambie, c'est le double, si vous voulez, de la moyenne mondiale pour le riz. Il y a beaucoup de questions par rapport à ces conclusions. Et je ne veux pas, si vous voulez, dire, je ne suis pas en train de dire, oui, c'est l'alimentation que l'on devrait pouvoir en Gambie. C'est un régime hypothétique qui pourrait peut-être réduire. Mais j'espère que ça répond à votre question. Oui, je vous remercie. Ça répond à ma question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ma question maintenant de Suleiman et Hadi au Mali. Ok, merci bien. Nous allons essayer de répondre à la question de Stella. Certes, c'est vrai, le transfert qu'on a prévu suite à l'étude Cost of Guide n'était pas initialement prévu dans le projet, mais lorsqu'on avait conduit l'étude du coût du régime alimentaire,
elle nous a clairement montré que les revenus des ménages pauvres et très pauvres ne leur permettent pas d'avoir une alimentation énergétique, encore moins sur une alimentation qui est basée sur leurs habitudes alimentaires. Du coup, comment réconcilier, travailler d'abord à faire en sorte que il y aura une bonne diversification alimentaire au niveau de ces ménages-là et en même temps développer les autres activités du projet. C'est pourquoi on dit dans la stratégie de mise en œuvre, l'argent seulement ne va pas y aller, mais on va le soutenir avec tout le paquet d'activités que le projet mène sur le terrain avec les groupes de soutien. Comme on l'avait dit, les groupes de soutien aux activités nutritionnelles sont des groupes qui font la promotion et aussi qui font beaucoup d'activités de changement de comportement sur les différents types d'aliments et les combinaisons possibles à faire. Nous allons travailler avec ça. Nous allons aussi travailler sur la production pour aller sur des spéculations qui sont beaucoup plus riches et contribuer aussi à diversifier davantage l'alimentation. Et quand on l'avait dit, dans le projet, on sait que aussi quand la malnutrition aussi dans une communauté, elle touche beaucoup plus les couches les plus vulnérables. C'est pourquoi l'aide est beaucoup plus orientée autour des cibles qui sont les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les femmes qui ont des enfants de moins de 2 ans. Et cette période, elle correspond à ce que nous, on appelle dans notre jargon la fenêtre d'opportunité sur la période de 1000 jours. C'est un paquet d'interventions qu'on met ensemble, plus le transfert pour pouvoir sortir ces enfants et ces familles-là dans cette période un peu dure. Du coup, le course of diet a été vraiment salutaire pour que nous puissions voir ça et l'insérer et gérer ce problème-là. Merci. Cela ne veut pas dire que les autres membres de la famille sont exclus dans l'accompagnement que nous menons dans le cadre de ce projet-là. C'est un peu ce que je voulais. Les autres aussi peuvent donner d'autres informations. Nous sommes une équipe. Merci. Merci beaucoup. Tania, vous avez levé la main. Tania, vous pouviez poser une autre question. Oui, donc, si vous voulez, j'ai 2 questions pour Jordi. C'était, si vous voulez, l'apport si vous voulez, légumes de 400. Donc, si vous voulez, j'ai pas encore entendu les communautés qui consomment 400 grammes par jour. Nulle part dans le monde, il y a 400 grammes de légumes par jour qui sont consommés déjà. Qu'est-ce que l'on va faire par rapport à cela? Parce que si vous voulez, sinon on répète, si vous voulez, les conclusions. Et il faut qu'on fasse vraiment un plaidoyer et qu'on fasse de la sensibilisation qui soit plus centralisée dans le soutien par rapport à cette question, ou plus de formation. Ou également, j'étais curieuse par rapport, si vous voulez, est-ce que vous avez regardé cette étude à différentes saisons, la saisonnalité? Et donc, c'était ma question sur, si vous voulez, également l'empreinte en eau. Et sur l'empreinte en eau, ce que j'ai vu, si vous voulez, quand je regarde quand je joue avec les données, quand on a des récoltes, si vous voulez, avec peu de rendement, si vous voulez, on a, si vous voulez, cette empreinte en eau très, très, très élevée et l'efficacité en eau est très faible. Et quand on compare les récoltes qui, si vous voulez, croissent dans le monde, le rendement, si vous voulez, quand il y a peu de rendement, l'eau est beaucoup, beaucoup plus utilisée. Le millet, la question du millet et du riz, c'est important également. Parce que si vous voulez, ça importe, si vous voulez, d'endroits où il y a beaucoup plus de productivité, et ça suggère également qu'il y a des opportunités pour se focaliser sur l'agronomie et le rendement du millet, plutôt que de regarder simplement les besoins d'amener du riz d'autres parties du monde, et également de regarder les pertes par rapport à l'eau. Parce que si vous voulez, on va perdre également tellement de nourriture, si vous voulez, en stockage. Mais je voulais surtout poser la question par rapport aux légumes et aux fruits. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Et c'est pour la saisonnalité, si vous voulez. Les données, si vous voulez, c'est collecté toute l'année, tout au cours de l'année. Et on a regardé également la saisonnalité dans les prix. Et c'était au-delà de l'étude de regarder comment la consommation de légumes et de fruits, combien il y en a selon la saison. Ça ne faisait pas partie de l'étude. Ma collègue, Zach Ali, donc son nom, si vous voulez, était sur la première diapositive, a effectué un travail similaire en Gambie et il regardait
les régimes par rapport aux recommandations, et ça vraiment, il y a beaucoup, les légumes et les fruits, il y a vraiment un effet de saisonnalité sur la consommation. J'aurais pu aimer regarder cela plus en détail, mais c'était au-delà de ce qui était possible dans le calendrier que nous avions, vu l'espace de travail que nous avions. Mais je suis d'accord également sur la question du millet et du riz et d'augmenter la productivité. Est-ce qu'il y avait encore une autre question au-delà des légumes et des fruits? Non, non, non. Simplement, si vous voulez, ça revient et ça revient. Il faudra qu'on réponde à cette question à un moment ou à un autre, parce que c'est des conclusions qui reviennent tout le temps, tout le temps. Oui, si vous voulez. Oui, si vous voulez, l'OMS dit 400 grammes, mais il y a même d'autres études qui disent 500, 600. Donc, si vous voulez, dans le Lancet. Hein, et on n'arrive déjà pas à 400 grammes. Oui, c'est fascinant. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses et à tout le monde d'avoir posé les questions. Bon, si vous voulez, voilà la fin de notre conférence et je veux simplement m'assurer que tout le monde comprend, si vous voulez, l'accessibilité et le coût. C'est vraiment au centre du système de légumes et des fruits. Et juillet, donc, si vous voulez, il y aura donc un rapport le 6 juillet 2022 et je vous enverrai un lien sur ce rapport et tout le monde peut se regarder sur la télévision des Nations Unies et je vais mettre le lien des Nations Unies, le site du siège des Nations Unies pour que vous voyez, si vous voulez, le directeur général du FAO et les autres agences qui sont impliquées. Et donc, le coût et l'accessibilité. Maintenant, on a des méthodes pour calculer cela, pour comparer le revenu des personnes et les substitutions, d'identifier les différences entre les régions. Donc, les articles qui coûtent le moins, qui coûtent le plus, et également. Parce que c'est vraiment une révolution sur la planète et vraiment, si vous voulez, de laquelle on doit faire part. Si vous voulez, l'accès à l'alimentation était, avant, on ne pouvait pas le calculer, mais maintenant, on peut tout à fait le calculer. On pouvait également regarder la composition de cette alimentation et se demander si vous voulez, si on peut se permettre de l'accessibilité d'une nourriture saine et des exigences également, et de commencer également aux politiques que l'on veut mettre en place. Et donc, merci beaucoup au groupe du Mali, particulièrement de nous avoir montré le fait que c'est difficile de trouver des programmes qui peuvent arriver, si vous voulez, à atteindre ces personnes dans ces localisations. Dans le contexte de la situation de sécurité au Mali également les défis des défis climatiques et l'extrême difficulté d'arriver à atteindre ces buts. Donc, merci beaucoup à tout le monde, toutes les personnes d'entre vous. Julia, merci Monsieur Kennedy et merci Julia. Merci Monsieur Kennedy pour être le coprésident de cette réunion aujourd'hui. Et merci à nos présentateurs et à tout le monde qui a participé à cette séance.